Merci beaucoup à l'Alcazar de nous accueillir encore une fois dans le cadre de ce cycle de rencontres autour des parutions de la maison d'édition. 2 mots sur la maison d'édition avant de commencer. C'est donc une maison qui existe maintenant depuis 5 ans à Marseille. On a des bureaux sur le Vieux-Port. Donc cette maison qui s'appelle Hors d'atteinte. On est à une quarantaine de parutions. C'est d'ailleurs le 40e livre paru, pile. Le livre qui nous rassemble aujourd'hui. Le principe de cette maison d'édition, c'est de faire à la fois de la fiction et de la non-fiction, donc de la littérature et des essais, des sciences humaines, en partant du principe qu'on a besoin des sciences humaines pour comprendre le monde et l'observer, mais que la littérature apporte aussi une compréhension particulière et notamment une approche peut-être plus empathique de ceux qui nous entourent et notamment de ceux qui ne nous ressemblent pas, et avec une envie aussi de donner en sciences humaines et en littérature un horizon plus vaste, c'est-à-dire non seulement de décrire mais aussi d'imaginer autre chose, de déployer des imaginaires, d'essayer de regarder un peu plus loin que ce dans quoi on est englué, ce qui est aussi le principe de ton livre à toi. Donc l'idée de faire ces 2 collections, c'était vraiment de sortir des catégorisations classiques qui consistent en général à séparer les collections selon les disciplines, donc de traiter indépendamment la philosophie, la sociologie, l'histoire, la géo. Et là, de vraiment mettre la ligne de démarcation sur ce qui est vrai et ce qui est faux, ou en tout cas ce qui dit qu'il dit le vrai et ce qui dit qu'il dit le faux. Donc c'était vraiment là-dessus qu'on avait envie de jouer, sur cette ligne de crête-là, qui est évidemment loin d'être évidente, puisque beaucoup d'écrits sont un peu entre les deux. On a de plus en plus de genres un peu hybrides qui sont des fictions documentées ou des documentaires fictionnels. Bon, là, on n'est vraiment pas du tout dans la fiction avec toi. En tout cas, le principe de cette maison d'édition, c'est aussi de faire entendre des voix et de montrer des expériences, des vies et des angles de vue, des manières de regarder le monde qui sont souvent minorisées, marginalisées, invisibilisées, et surtout qui sont peu pris au sérieux dans les groupes éditoriaux. Donc aussi d'assumer et d'assurer notre indépendance en tant que maison d'édition à travers cette volonté-là de faire émerger et de mettre en valeur de manière forte tous ces récits et ces réflexions, ces points de vue. Ce qui se retrouve aussi dans le nom de la maison d'édition, puisque Hors d'atteinte, l'idée c'était vraiment de mettre en sécurité, à l'abri, et de revendiquer cette envie d'être inattaquable, et donc de protéger à la fois des auteurs et des autrices, mais aussi des lecteurs et des lectrices, de faire en sorte aussi de faire des livres accessibles qui ne rebutent pas, dans lesquels on a envie d'aller, même si on n'a pas beaucoup l'habitude de lire. Une fois cette introduction faite, merci beaucoup Hendrik David d'être aujourd'hui ce soir. Merci à vous tous et toutes d'être là avec nous. On va donc présenter ce livre qui est tout frais puisqu'il est sorti hier, qui s'appelle donc Le Capital c'est nous, manifeste pour une justice sociale et écologique, sur lequel on a travaillé ensemble vraiment très rapidement. C'est des rythmes qu'on n'a pas trop l'habitude de suivre dans l'édition, parce qu'on a vraiment mis quelques mois, alors qu'en général on met plutôt au moins un an et demi. Donc c'était une collaboration très efficace et express. Je vais commencer par te présenter, ensuite on va aborder plus précisément des points et des sujets abordés dans le livre, et puis ensuite vous aurez la parole pour poser vos questions. Tu es donc directeur de recherche et responsable CGT à l'INRA, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, et tu es aussi député LFI-NUPES à Marseille, de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Tu es titulaire d'un doctorat d'écologie à l'université d'Orsay, que tu as obtenu en 2004. Tu as effectué des recherches pendant 20 ans qui étaient principalement axées sur la vulnérabilité et l'adaptation des forêts au réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment ton point d'entrée dans les sujets que tu abordes dans ce livre. Parallèlement à ça, tu milites depuis 1995, d'abord contre les guerres en Afghanistan et en Irak, puis dans le mouvement altermondialiste, notamment au sein de ATTAC. Tu as adhéré à la LCR en 2002, puis donc au NPA, et tu es entré au Front de gauche en 2012, avec la France insoumise, notamment dans le cadre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Tu es notamment auteur d'un livret sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et en 2023, tu as participé à la fondation de la gauche écosocialiste.
Voilà, donc ça c'est pour te décrire rapidement. Et dans ce livre, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dès le manuscrit, c'est que donc il y a à la fois il y a deux choses que tu affirmes de manière forte. C'est à la fois un besoin de synthèse et un besoin de théorie, qui sont vraiment des propos plutôt minoritaires, parce qu'on n'a plus tellement l'habitude de ça, notamment parce que, comme tu le disais, beaucoup d'essais politiques aujourd'hui suivent le principe de une idée, un livre. Et là, c'était vraiment, tu voulais t'inscrire à l'encontre de ce principe-là. Et donc, tu commences par faire un inventaire de toutes les crises dans lesquelles on est embourbé, ce qui n'est pas forcément une lecture très épanouissante, mais qui a le mérite de poser les bases et vraiment d'être lucide et sincère sur d'où on part et à quoi on est confronté. Et en fait, ce que tu commences par dire, c'est que le concept de crise est devenu tellement quotidien, tellement ancré dans nos normes finalement, qu'on ne peut plus vraiment parler de crise. Et pour autant, tu refuses de parler de déclin et d'effondrement. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer pourquoi tu ne veux pas aller vers ces concepts, pourquoi ils ne te parlent pas? Alors, en fait, ça vient d'un échange qu'on a pu avoir avec Pablo Servigné, qu'on avait invité à Marseille sur la question de l'effondrement. Et il m'était apparu finalement que cette question de l'effondrement, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue scientifique, me posait un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce que d'abord, d'un point de vue politique, je trouve que ça a tendance à nous pétrifier. C'est-à-dire que, en gros, on est face à l'apocalypse, un effondrement des écosystèmes, et finalement, il n'y a plus grand-chose à faire, hein, puisqu'il apparaît comme inéluctable. Donc c'était face à ça déjà, il y avait quelque chose, une efficacité politique ou une inefficacité politique qui me posait problème. Et ensuite sur la question scientifique, je suis un peu plus optimiste en réalité. Bon, d'abord parce que moi j'ai travaillé, et je prends l'exemple dans le livre, hein, j'ai travaillé pendant 20 ans sur les forêts du Mont Ventoux, et je rappelle toujours que le Mont Ventoux, au 19e siècle, il n'y avait pas une seule forêt. Tout avait été déboisé, et il y avait en fait des coulées de boue récurrentes qui dévastaient tous les villages de l'arrière-pays méditerranéen. Et vous connaissez tous en fait l'histoire de l'homme qui plantait les arbres. Et bien, ce qu'on a fait, c'est la restauration des terrains de montagne, et on est arrivé en fait à reboiser les sommets en Méditerranée, et notamment le Mont Ventoux. Bon. Et on est parti d'un écosystème qui avait été ratiboisé, et maintenant c'est un écosystème sur lequel moi j'ai travaillé, qui est extrêmement riche, extrêmement divers et extrêmement intéressant. Bon. Et donc, tous les gens qui travaillent sur la restauration écologique vous diront que la nature est quand même extrêmement capable, et on le voit après une éruption volcanique par exemple, extrêmement capable de regagner en fait. Donc moi, je pense qu'il faut quand même se méfier et de tous les discours qui consistent à dire il n'y a jamais de retour en arrière possible. Si, alors bien sûr, il y a quelque chose qui peut tous nous mettre d'accord, c'est que s'il y a un hiver nucléaire, je pense que voilà. Bon. Mais à part ça, le changement climatique va être dramatique pour les hommes, ça pose des problèmes pour les espèces, et j'en parle aussi beaucoup. Hein. Là encore, cette semaine, on a des dauphins qui sont morts en Amazonie, puisque l'eau est montée à 39 degrés. Donc évidemment, c'est catastrophique, mais voilà, la planète a connu d'autres moments, et je pense que l'important, c'est qu'on bifurque, et plus tôt on bifurquera, mieux ça sera. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu partir de ce concept d'effondrement et de ces concepts de crise. Et sur les déclins, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a tout le temps, on nous dit finalement c'est de pire en pire, avant c'était bien. Bon, c'est pas vrai aussi, c'est-à-dire que si on regarde sur la pollution atmosphérique, on a fait des progrès. Certes dans le système capitaliste, c'est tout ce que vous voulez, mais l'air à Londres ou l'air à Paris au début au fin du 19e siècle était bien plus pollué, et même l'air à Paris en 1960 était plus pollué que l'air à Paris aujourd'hui. Bon. On fait des progrès quand même, et puis on fait des progrès sur l'égalité homme-femme, on y reviendra sûrement, on fait des progrès contre la lutte contre l'homophobie. Non, c'est pas unilatéral cette histoire qu'on est en déclin, et je lutte contre ces visions-là en fait. Donc certes c'est un peu déprimant parce que quand même, on va le dire après, l'accumulation du capital nous conduit quand même dans le mur, mais je voudrais quand même je crois que ça nous pousse à la passivité de ces histoires de déclin ou d'effondrement.
Et alors, il y a quand même une exception que tu fais. Tu dis il y a une crise indéniablement, c'est la crise écologique. Et là, tu dis justement, là, on peut vraiment parler de crise, notamment parce que sur une histoire qui se déploie sur plusieurs millions d'années, on est en train, notre espèce, l'espèce humaine, est en train de modifier le fonctionnement de la planète en très très peu de temps, en une centaine d'années. Et tu dis que depuis la révolution industrielle, les changements sont à la fois rapides, irréversibles et globaux. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, en fait, on retrouve des climats qu'on a connus il y a quelques centaines de milliers d'années ou des millions d'années, ça dépend en fait quelle est la caractéristique. Donc la planète a déjà connu par exemple des teneurs en CO2 plus élevées qu'aujourd'hui, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on fait ce chemin-là à une extrême vitesse. Enfin ça, jamais ça existait dans la planète. Même du temps des dinosaures, où on pense que c'est un météorite qui est tombé, la vitesse d'extinction des dinosaures était plus lente que la vitesse d'extinction des espèces actuellement. Donc là, on a quelque chose en termes de vitesse et de caractère global de la crise qui est extrêmement particulier et qui est lié à un régime d'accumulation particulier, qui est le régime capitaliste. Bon, voilà. Et c'est ça qui donne l'ampleur à la crise écologique. Alors, toujours sur cette question de crise, tu dis que de toute façon, par définition, le capitalisme engendre des crises. Tu dis que c'est un système, un régime qui est par essence chaotique. Tu le qualifies de chaotique. Tu isoles 3 causes. Je ne sais pas si tu as envie d'entrer dans les détails, puisque c'est vraiment des détails d'économie, mais en même temps, c'est central. Tu parles de sous-consommation, de baisse du taux de profit et de suraccumulation du capital. Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste ? Alors, il y a même une 4e cause qui est la nouvelle cause, qui est le fait qu'il y a des ressources qui sont limitées. J'allais y revenir après. Excuse-moi, je te fais... voilà. Non, les 3 causes, mais c'est les 3 causes qui ont été débattues par Marx dans le Capital. Hein, donc je reprends, donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle Le Capital, c'est nous. C'est quand même que je repars de l'analyse que Marx faisait précisément dans son ouvrage Le Capital. Il parle de 2 crises. La principale dont il parle souvent, c'est la crise de sous-consommation. Celle-là, elle est assez facile à comprendre. C'est que les patrons, en fait, pour être compétitifs et puis pour pouvoir faire plus de profit, ils ont besoin d'augmenter la productivité et de baisser les salaires, hein, a priori. C'est-à-dire qu'il faut que globalement, plus ils vous rémunèrent bas, plus mécaniquement, à l'arrivée, en fait, ils se retrouvent avec un profit élevé. Bon, mais il y a un problème, c'est que le profit, ensuite, il faut qu'il soit réalisé par la vente du produit. Hein. Et si vous avez des salaires bas, vous ne pouvez pas acheter. Voilà. Donc ça, c'est vieux comme le monde, comme le capital, c'est ce qu'on appelle un problème de sous-consommation ou de surproduction, hein, des crises de surproduction. C'est-à-dire qu'il produit, mais il n'y a personne pour acheter puisque les masses n'ont pas le salaire pour acheter. Bon, ça c'est extrêmement ancien et ce que j'explique aussi, c'est que c'est pas des crises, c'est des contradictions du système et il essaie de trouver des solutions pour surmonter ces contradictions. La solution évidente, c'est par exemple le crédit. Hein. C'est-à-dire que si les masses n'ont pas les moyens d'acheter, eh ben, on développe le crédit. Et si vous développez le crédit et qu'au bout d'un moment, il se développe trop, ça fait la crise de 2005, par exemple. Bon, la crise des subprimes. Donc voilà, ça c'est une crise qui est assez facile, c'est une contradiction qui est assez facile à comprendre, qui est bien documentée par les économistes. Il y en a une autre qui est assez facile maintenant, je pense que tout le monde en a en tête, c'est ce que tu as dit, la question de la suraccumulation. C'est que les capitalistes ont quand même tendance toujours à croire qu'ils peuvent faire de l'argent sans faire de production. Hein. Donc c'est assez bien décrit par Marx, c'est-à-dire que normalement vous avez de l'argent, vous l'investissez, vous produisez une marchandise et vous avez de l'argent avec un peu plus de profit. Eh ben, ils essayent de s'extraire de la marchandise pour faire de l'argent en l'argent engendrant l'argent. Et c'est la spéculation, en fait. Hein. C'est la spéculation financière, c'est la spéculation immobilière. Voilà. Et donc ça, cette dynamique de spéculation, pour des tas de raisons, parce qu'il y a beaucoup de capital qui s'accumule, eh ben, ils rentrent dans ces dynamiques de suraccumulation. Ce qui est plus difficile à comprendre, alors si je me lance là-dedans, on a pour au moins 2 minutes, c'est la baisse tendancielle du taux de profit, mais qui est au moins aussi importante et qui est analysée par Marx et d'autres économistes marxistes. En gros, ce qui intéresse Marx dans son analyse du capital, c'est le taux de profit. Et le taux de profit, c'est un rapport entre la plus-value, en fait, qui est extraite de votre travail, et d'autre part, le capital qu'il a investi. Bon. Mais pour augmenter, en fait, cette plus-value, il faut augmenter la productivité. Et pour augmenter la productivité, vous avez besoin de machines.
Et donc, c'est du capital, mais du capital mort. Parce que c'est du capital qui n'engendre pas de profit, en fait. Puisque le profit, vous le faites que sur le capital qu'il appelle variable. Je rentre dans les détails hein, dans le livre. Donc, ils ne font du profit que sur votre travail. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse marxiste. Moi, je suis complètement d'accord avec cette analyse-là, au moins de Marx. Et donc, à l'arrivée, ce qui se passe, c'est que plus vous avez des machines et plus le capitalisme devient des grandes multinationales, etc., plus, en fait, le taux de profit diminue. Parce que plus il y a un investissement initial qui est important. Et donc ça devrait entraîner une baisse du taux de profit. Alors, elle n'est pas. Il y a des économistes qui ont beaucoup discuté de ça dans les années 80, parce qu'en réalité, quand on regarde vraiment les chiffres, on s'aperçoit que le taux de profit a été plutôt remonté dans les années 80. Mais pourquoi il est remonté? Parce qu'il y a eu le néolibéralisme, et on arrive aux questions politiques. C'est-à-dire qu'il y a Pinochet, Reagan, qui se sont dit, il y a un problème effectivement avec cette baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser en fait les droits des travailleurs et augmenter quoi? L'exploitation des travailleurs. D'où toute la séquence en fait à partir des années 80. Donc mon analyse du néolibéralisme, c'est que c'est pas une lubie à un moment donné des capitalistes qui se sont dit ce serait bien de casser la gueule aux travailleurs. C'est un peu une réponse aussi aux contradictions qu'ils ont eux-mêmes dans leur accumulation du capital. Tu pointes un autre facteur de chaos, de ces crises permanentes, qui est complètement lié à ce que tu viens de décrire, qui est le besoin de guerre du capitalisme. C'est vraiment structurellement nécessaire. Notamment, justement, tu viens de dire, on augmente le capital mort parce qu'on a de plus en plus de machines. Donc, à un moment, si on détruit les machines, de fait, ce capital, il va falloir le recréer. Donc, ça va recréer du taux de profit. Ça, tu montres bien que c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui, effectivement, a cet effet immédiat, qui a un autre effet qui est aussi... la guerre, elle sert aussi à ressouder la population autour des classes dominantes en réappuyant sur des réflexes nationalistes. Donc ça, tu montres bien que c'est aussi un facteur de chaos. Hein. Le fait que dans le capitalisme même, il y a toujours ces crises qui se répètent de toute façon puisqu'elles sont nécessaires à son fonctionnement. Et effectivement, l'autre chose que tu pointes, l'autre limite, c'est la limite des ressources naturelles. Peut-être que tu peux nous en parler plus en détail. Et oui, parce que en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire du profit donc, sans en fait, qu'il y ait une marchandise ou un service, donc du travail. Et donc, il n'y a pas d'accumulation de capital s'il n'y a pas une circulation en fait, du cycle, en gros, argent, marchandise, argent. Donc, si vous voulez accumuler du capital et vos capitales ne se dévalorisent pas, il faut une société de consommation. Bon. Et donc, on se retrouve dans cette situation où, mécaniquement, le système, tout dans le système porte à la surconsommation, c'est-à-dire au surproductivisme et à la surconsommation. Le productivisme est une conséquence de la logique infernale du capital, pour moi. Bon. Et à partir de ce moment-là, il y a un problème, c'est qu'à chaque fois que vous consommez, y compris des services, hein, donc j'en discute un peu dans le livre, mais à chaque fois que vous consommez, à un moment donné, vous utilisez des ressources naturelles. Et c'est pour ça que j'en parlais même hier à des médias, quand on me dit oui, mais la solution c'est l'électrique, donc l'électrique avec le nucléaire, on va s'en sortir, etc. Je dis oui, mais les batteries, on a besoin de terres rares, j'en parle aussi dans le livre. On a besoin de. L'idée, c'est qu'il faut diminuer, en fait, globalement. Donc la réponse, dans la deuxième partie, c'est une sobriété heureuse, mais sobriété énergétique, mais aussi matérielle. C'est-à-dire qu'on si on peut construire, si on se met à tout construire en bois, eh ben, il n'y a plus de forêt non plus. Enfin, c'est pas possible, c'est pas durable. Donc il faut quand même arriver à trouver un système qui soit beaucoup moins qui gaspille beaucoup moins en fait les ressources naturelles. Et donc ça, il y a le mur des ressources finies qui fait que, bien sûr, on peut se dire encore 100 ans, 200 ans, on peut peut-être trouver, ils iront sur la Mars, la Lune pour essayer de trouver des minéraux, etc. Mais sincèrement, si on met sur des temps géologiques, 1000 ans, en fait, ça tient pas. Ce système-là ne tient pas, c'est pas possible. Enfin, et ça, je le pense moi. Alors vous allez me dire, c'est un marxiste, etc. Mais c'est ce que dit un des rapporteurs du GIEC, très connu, qui est un climatologue, qui est de gauche sûrement, mais qui l'a dit récemment. Il a dit il y a une incompatibilité entre la lutte contre le changement climatique et le capitalisme. Des scientifiques qui ne sont pas du tout de gauche vous le disent assez facilement au bout d'un moment. Enfin, ça va de soi.
Bon. Mais juste pour faire un pas en arrière sur la question de l'impérialisme, en fait, le fait que le capitalisme porte en lui la guerre, comme disait Jaurès, je reviens là-dessus et j'essaye de complexifier un peu l'analyse. C'est-à-dire que à la fois, évidemment, on peut avoir une analyse comme quoi ils ont besoin de guerre pour régénérer le capital, mais aussi pour s'approprier des ressources naturelles. Et c'est là aussi où il y a quelque chose qui est nouveau, que les mouvements tiers-mondistes nous ont aussi bien montré. C'est que face au défi des ressources naturelles, il y a une concurrence pour aller s'approprier ces ressources naturelles. Hein. Et on voit bien ce qu'ont fait les grands pays occidentaux sur le pétrole et que la Chine est en train de faire sur les terres. Hein, donc le fait que les ressources sont finies entraîne aussi des contradictions entre les grandes puissances impérialistes, et ce qui fait que ça nous contraint de renouveler l'analyse de l'impérialisme qu'on avait pu avoir dans les années, que Lénine par exemple avait en 17. Je pense qu'il faut quand même renouveler tout ça, et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, donc on est vraiment dans ce constat que ce n'est pas tenable, que les contradictions sont impossibles à faire perdurer dans le capitalisme. Mais une autre originalité de ton livre, c'est que tu n'abordes pas que la question de la classe, tu abordes la question des dominations croisées. Tu parles aussi de racisme, de sexisme, d'homophobie notamment. Et ce que j'ai trouvé aussi particulièrement fort et nécessaire, c'est que tu dépasses très rapidement l'éternelle question de la nature humaine, qui est beaucoup ressassée dans ces thématiques-là. Tu dis que certes, le système de domination et les systèmes violents peuvent être hérités de la sélection naturelle, mais que tout ça coexiste aussi avec des comportements altruistes et coopératifs qui, eux aussi, caractérisent l'espèce humaine. Tu cites d'ailleurs un livre qui documente ça très précisément, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Sévigné et Gauthier Chapelle. Donc tu dis que la question n'est pas de naturaliser la domination, ce que font beaucoup de tes adversaires, donc justement de dire c'est logique, toute cette domination, toute cette violence sont logiques, parce que par essence, l'homme est comme ça. De tout temps, il a été comme ça, c'est comme ça qu'il a survécu. Mais tu dis ce qui est important, c'est de comprendre les conditions sociales qui favorisent la reproduction de ces dominations et de cette violence. Tu parles notamment de reproduction, du fait que quand on vit de la violence, on en reproduit. Et tu parles de l'émergence de boucs émissaires. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ces points-là ? Oui, moi, ce qui me semble important, c'est parce que moi, je suis biologiste. Et donc, effectivement, la question de la nature humaine ou des contraintes biologiques, c'est quelque chose que on a appréhendé en biologie. Et en fait, fondamentalement, ce que je dis à ceux qui sont tentés par ce genre de discours, c'est Darwin a déjà tranché ça. C'est-à-dire que Darwin, dans De l'affiliation de l'homme, explique très bien que la spécificité de l'homme, c'est que en plus de la reproduction, on va dire naturelle, et de l'hérédité naturelle, il y a une hérédité culturelle qui existe chez les grands mammifères par ailleurs aussi, mais qui chez l'homme, avec l'oralité et l'écriture, devient prépondérant en fait. Et donc l'idée, c'est certes, on peut avoir dans notre patrimoine génétique des choses qui font que on va être plus ou moins violent, plus ou moins voilà. Mais l'important, c'est pas ça, c'est de savoir dans tous ces comportements qui coexistent de toute façon, quelles sont les mécaniques sociales, tu l'as très bien dit, qui entraînent sa reproduction ou pas. Et j'ai envie de dire, la question de l'origine du mal, c'est pas mon problème, du mal avec les deux sens du terme. La question, c'est comment on lutte contre les reproductions. Et ça, c'est vraiment Althusser qui m'a ouvert un peu les yeux là-dessus, de plus être sur les logiques de production, mais de reproduction. C'est-à-dire comment une famille, finalement, reproduit le patriarcat. Comment des hommes reproduisent l'homophobie, etc., dans leur comportement. Et comment on peut faire pour diminuer en fait ça, hein, et ça aboutit à des solutions. Et là où ça croise en fait le capitalisme, c'est que fondamentalement, toutes ces prédations, hein, prédation de l'homme sur la femme, prédation des hommes blancs sur les hommes racisés, enfin les sociétés racisées et colonisées, préexistaient avant le capitalisme en fait. Mais le capitalisme en fait joue un rôle là-dedans. C'est qu'en réalité, ils ont toujours besoin de nous diviser. Et d'où l'idée de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours cette nécessité, quand on est peu nombreux et qu'on domine une société, hein, c'est le cas de la bourgeoisie actuellement, d'essayer d'éviter que le camp d'en face il se rassemble. Bon.
Et ça, c'est simple. Quand on l'a bien vu, hein, on est passé une séquence des retraites, on était unis, etc. Je discutais avec un collègue qui est prof. Il me dit, on avait un collectif super uni, les syndicalistes, on était tous ensemble dans la bataille sur les retraites. La Baïa est arrivée, on s'est foutu sur la gueule. Ça marche, mais du tonnerre. Ça marche du tonnerre. Et donc, il y a toujours eu dans les sociétés des boucs émissaires, mais dans la société capitaliste, ils ont pris en fait un rôle politique particulier. C'était l'immigré, mais ça a été longtemps le juif dans les sociétés occidentales. Et ça a pris, dans l'essor du capitalisme, le juif a pris un rôle central en termes de bouc émissaire, et ça a abouti à l'Holocauste. Bon. Et l'analyse que je fais en fait, de la situation actuelle, et tout est lié, puisque c'est lié aux ressources naturelles et aux dynamiques impériales, c'est qu'on a besoin des ressources naturelles qui sont notamment en Irak, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, et que toute cette dynamique-là génère en fait un nouveau racisme qui a été le racisme anti-immigré et anti-musulman. Voilà. Et qu'il faut le prendre en compte dans les dynamiques. C'est-à-dire que le musulman joue le rôle du juif pour le capitalisme. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes dans les religions, enfin, on pourrait en reparler des heures. Hein. Mais ça, c'est à mon avis central. Et effectivement, je finis une partie de la première partie là-dessus, parce que je pense que ça a des conséquences politiques importantes. Alors justement, tu parles du fait que les gens sont malheureux dans ce système. Tu parles de souffrance matérielle, de souffrance psychologique, d'un appauvrissement réel, mais aussi d'une perte de sens. Tu reviens sur le concept de servitude volontaire qu'on se rappelle jamais assez, je trouve, qu'on a toujours tendance à réintégrer, à réoublier, qui est quand même ce principe fou quand on y pense, quoi, que tout ça tient parce qu'on peut consommer, qu'on arrive à accepter des conditions de travail atroces, de donner l'essentiel de son temps en bonne santé et réveillé à quelqu'un qu'on enrichit sans jamais voir le moindre pourcentage de cet enrichissement, simplement parce qu'en échange, on peut s'acheter des casquettes et des baskets et des survêtements et des costumes et des voitures. En lisant, en me replongeant dans ce concept-là, je me suis redit qu'il y avait quand même un vrai problème, y compris à gauche, dans la capacité à proposer des voies d'épanouissement et de joie en dehors des possessions matérielles, que c'est vraiment quelque chose dans lequel beaucoup sont tombés. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Oui, c'est une question, c'est la fin d'une dernière partie sur la servitude volontaire. Moi, je pense que tout ça ne tient pas s'il n'y a pas des compensations. Voilà. Et la compensation matérielle, après les psychanalystes ont travaillé dessus, etc., elle est extrêmement puissante en fait. Mais cette compensation, elle se loge où ? Elle se loge, et c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, je voudrais en dire un mot, sur ce qui se passe dans le travail et dans la dépossession du travail. Alors Marx avait déjà très bien analysé ça, c'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas propriétaire des moyens de production et qu'on ne décide pas en fait ce que devient le produit qu'on produit et qu'on n'est pas maître du process de production, fait que pendant une partie de notre journée, en fait, on est aliéné. C'est-à-dire on fait des choses qui ne nous intéressent pas. Bon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on revient, je trouve, dans les services publics, que ce soit dans la police, que ce soit à l'hôpital, etc. On se retrouve d'ailleurs encore comme avant. On a l'impression d'être les ouvriers du 19e siècle. On est complètement dépossédés de notre travail. Ils tuent le travail et le sens du travail. Mais quand on n'a plus de sens au travail, etc., il faut trouver d'autres voies d'épanouissement. Hein. Et la consommation est là. Alors, c'est pas... ça s'est produit comme ça, c'est-à-dire que ça marche bien, et c'est assez puissant cette affaire. Il suffit d'aller aux terrasses du port un dimanche en fait, hein, c'est assez puissant et il faut qu'on s'interroge sur comment on sort de ça. Bon. Et comment on sort de ça, c'est dans des pratiques alternatives, c'est dans vivre autrement, c'est partager du temps, voilà. Et je pense que c'est ça c'est la piste qu'il faut suivre pour essayer de sortir de ça. Parce que tu parles justement de sobriété heureuse. Justement, moi je trouve qu'on manque cruellement de modèles, quoi, de voies, vraiment d'endroits où on puisse trouver de la joie, qui soit pas marchandisée, qui soit gratuit, qui soit dans la solidarité, l'échange, qui sont, à mon sens, vraiment très rarement favoriser, montrer, y compris justement dans des questions de représentation, dans la littérature, le cinéma, on voit très très peu d'interrogations là-dessus. Les personnalités de gauche, pareil, sont très peu présentes sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette histoire de sobriété heureuse ?
Il y a, bon, le fait qu'on peut vivre très bien sans surconsommer, je pense que ça, on a des tas d'exemples autour de nous. Et voilà, je pense que le côté que la sobriété peut être heureux, je pense qu'on peut arriver à s'en convaincre. Moi, je pense que ce qui est plus difficile, en fait, et j'essaie d'aborder dans le livre, c'est deux choses. D'abord, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des gisements de communisme? C'est-à-dire, c'est un exemple que Roger Martelly, que je connais bien, utilisait comme terme. Ces gisements de communisme, en fait, ils existent. Et ils ont existé dans la société. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des tas de moments dans la société où on vit ça, surtout dans les associations. Moi, je suis dans une AMAP depuis des années, enfin, depuis 2005. C'est un autre mode de fonctionnement, c'est assez intéressant. Et il y a des tas d'endroits dans la société où il y a des autres façons de vivre qui se développent et il faut les donner à voir. Moi, je pense que politiquement, c'est extrêmement important. Après, il y a un truc quand même, quand on va parler quel autre modèle de société, il y a un truc sur lequel aussi qui est lié à ça. C'est souvent on nous dit oui, mais s'il n'y a plus de patron et s'il n'y a plus de la carotte du salaire, etc., les gens travailleront plus. Hein. Et ça, moi, je le dis souvent, regardez le nombre d'associations et le nombre de bénévoles, en fait. Ça, c'est pas vrai, votre affaire. Les gens ne vont pas travailler juste parce qu'il y a l'histoire du salaire, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un groupe social et que le groupe social se dit tiens, il faut faire des choses ensemble, etc., les gens se mettent en action et travaillent. Voilà. Et donc je pense que c'est autour de ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire un imaginaire. Je vais juste lire un petit passage là-dessus que j'ai trouvé marquant. Tu écris: remarquons d'abord que, contrairement à ce que laisse entendre le discours idéologique de la bourgeoisie, la propension à resquiller dans un sens ou dans l'autre n'est pas majoritaire. Il y a une bonne raison à cela. Les humains tendent à se comporter de manière à se faire accepter par le groupe et à être appréciés par les autres. Les comportements antisociaux ne sont pas légion, sauf quand ils répondent à la violence par la violence. C'est vrai, mais là, c'est la partie optimiste de ma vision de la société, mais je pense que c'est assez vrai. Après, tu ajoutes: il est plus compliqué d'empêcher le second type de resquilleur, celui qui veut capitaliser de la richesse et ou du pouvoir. Autant il n'est pas évident qu'il soit dans une hypothétique nature humaine d'en faire le moins possible, autant l'homo economicus, élevé au grain du capital, aime le pouvoir, qu'il soit symbolique ou matériel. Il est donc nécessaire de mener une politique qui limite le désir d'enrichissement et la mécanique des oppressions spécifiques. Oui. Oui, puis de toute façon, l'homme parfait n'existe pas. Enfin, il faut sortir de ça. Il y a quand même toute une gauche mythique, et c'était beaucoup Che Guevara qui avait travaillé sur cette idée d'homme nouveau, etc., à Cuba, etc. Moi, je pense on va devoir prendre les êtres humains là où ils sont quand même. Oui, je pense que c'est plutôt, et tout le reste du livre est là-dessus. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas tant de la masse des gens que de la minorité qui profite très fortement du système. Enfin, quand vous avez 4-5 villas, des yachts, etc., la vie doit être assez cool, enfin, j'imagine. Enfin, ils sont peut-être pas heureux, mais c'est eux qu'il va falloir convaincre et convaincre de manière un peu coercitive. Alors, on y vient. Donc là, on en a fini sur les constats. Dans la deuxième partie, tu abordes ce que pourrait être un horizon éco-socialiste. Donc, tu commences par déployer 4 principes moraux qui doivent servir de boussole, en gros, et que je vais lire, que tu vas pouvoir commenter. Donc, nous pouvons énoncer 4 principes servant à fonder une éthique émancipatrice permettant de guider nos actions. Le premier est que nos choix moraux doivent permettre un rapport apaisé et durable avec la biosphère. Le second est que ces choix doivent aussi permettre un développement harmonieux des sociétés humaines. Le troisième, que Kant, ou avant lui la Bible, avait déjà émis, est la nécessaire réciprocité des engagements moraux entre humains. Le quatrième est que toute existence peut se donner pour objectif l'émancipation matérielle et intellectuelle. Alors, je te laisse commenter ces 4 principes. Alors, l'idée, c'était, vous savez, de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et je pense que c'est extrêmement puissant d'avoir des devises. C'est-à-dire d'avoir, pour toutes et tous, savoir qu'est-ce qui nous rassemble et ce sur quoi on se met d'accord. Donc, je me suis dit, est-ce que liberté, égalité, fraternité, ça va ? Voilà. Est-ce qu'il faut renouveler ça ? C'était 1789. Est-ce qu'on renouvelle ça et comment on le renouvelle ? Bon. Et je me suis dit, il y a un truc qui manque dans liberté, égalité, fraternité, ça ne vous aura pas échappé, c'est la question écologique. C'est-à-dire que, et c'est normal, en 1789, il n'y avait pas de prise de conscience écologique. Donc il faut rajouter un principe moral, moi je l'appelle Gaïa après, c'est le truc que tu n'as pas voulu dans le titre.
je l'appelle Gaïa parce que c'est un vieux truc, voilà, que j'avais. C'est la théorie de l'hypothèse Gaïa d'un grand chercheur en écologie qui était James Lovelock. Et voilà, l'idée quand même qu'on est sur une planète finie. Alors les insoumis l'appellent la règle verte. Hein, on peut lui donner tous les noms que vous voulez, mais on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Bon, ça se comprend assez bien. Ensuite, comment on règle la vie dans les sociétés humaines? Il y a trois autres principes que je mets en avant. Il y en a un, finalement, l'égalité qu'on retrouve, qui reste le deuxième principe, qui est le fait, et notamment, moi, ce que je mets derrière le mot égalité, c'est l'idée d'un échange, en fait. C'est-à-dire que c'est le don et le contre-don. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui est en face de moi, elle est mon égale. Donc, si elle fait quelque chose dans un sens, il faut qu'en tout cas, moi, c'est le principe kantien, typique. Il ne faut pas que moi, je fasse quelque chose vis-à-vis d'autrui que je ne voudrais pas qu'autrui fasse vis-à-vis de moi. Enfin, voilà. C'est un principe moral assez simple. Voilà. Et la question de l'égalité, c'est pour ça que c'est présent dans la Bible. C'est un peu une invention chrétienne. Hein. Alors, bon, on ne va pas revenir sur la Bible et pourquoi, mais le fait qu'il y ait Dieu fait que tous ceux qui sont en dessous sont égaux face à Dieu. Hein. Enfin, c'est pas le cas de toutes les religions monothéistes, c'est pas le cas, en tout cas de toutes les religions. Hein. Et par contre, on a ça dans les trois religions du livre. Donc c'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez les chrétiens et chez les juifs. Cette question de l'égalité, en fait, normalement, elle est centrale. Et c'est ça aussi qui fait qu'on respecte celui qui n'a pas la même sexualité, on respecte celui qui vient pas du même pays. Voilà. Donc ça, je pense que ce deuxième, bon, c'est évident pour nous, hein, parce que bon, on a ça dans notre devise déjà, égalité. Après, il reste fraternité, hein, et donc là, j'ai plutôt utilisé le terme de solidarité et de sororité, hein, c'est-à-dire sororité, fraternité, l'idée qu'on vient en aide de l'autre, et c'est quelque chose d'assez fort dans les sociétés humaines, en fait. Hein, c'est assez partagé dans les sociétés humaines qui fonctionnent. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément une solidarité avec celui qui n'est pas dans le groupe. Hein, quand vous regardez en anthropologie, mais au sein du groupe, il y a toujours des formes de solidarité dans toutes les sociétés humaines, et ça, c'est quelque chose qui fait que la société humaine a sa cohésion, elle tire sa cohésion de ça. Bon. Et après, il reste la liberté. Et ben, j'ai pas choisi la liberté, donc j'ai choisi l'émancipation. Pourquoi? Parce que la liberté, le problème, c'est que c'est la liberté de qui, pourquoi faire. Et on dit toujours que la liberté d'un individu s'arrête à la liberté des autres. Enfin, le concept de liberté n'est pas très simple, en fait. Enfin, c'est un concept philosophiquement que je trouve pas complètement abouti. Enfin, c'est dur à dire ça. Hein. Bon, donc, je préfère le concept d'émancipation. C'est-à-dire l'idée qu'on essaie de se réaliser, et que dans la réalisation qu'on essaie d'avoir dans sa propre vie, on essaie de ne pas attenter à la réalisation des autres. Hein. Et j'aime beaucoup le mot émancipation. Je trouve que d'abord, il y a un processus, et chacun dans sa vie, on cherche, en fait, et puis on essaye vis-à-vis de ses enfants, etc., qui s'émancipe de nous-mêmes. Et donc, j'ai préféré le principe d'émancipation au principe de liberté. Alors pour entrer plus précisément ensuite dans ce que tu proposes, donc puisque on l'a bien compris, tu considères que, tu dis que puisqu'on a des ressources limitées, à un moment il va falloir s'arrêter d'essayer d'accumuler le capital, la production, la consommation, etc. Donc tu commences par aborder ce que ça voudrait dire concrètement d'arrêter l'accumulation de capitaux privés. Et tu parles notamment du fait que ce serait possible au sein de l'entreprise de faire en sorte que les salariés prennent ensemble les décisions à prendre sur les investissements et se partagent la plus-value. Et tu parles d'un service public financier qui serait là pour investir au départ, donc pour sortir du fonctionnement à partir de capitaux privés dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous détailler ça ? Juste un pas en arrière, parce que je pense à quelque chose. Pourquoi j'ai voulu reparler en fait de fondements moraux à un projet politique? C'est que je pense, et j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon disait la même chose, je pense que la politique, c'est avant tout de l'éthique et de la morale. C'est-à-dire qu'il y a un arrière-plan moral dans tous nos projets politiques. Dans le projet politique du Rassemblement national, il y a un arrière-plan moral qui n'est pas le mien. Et typiquement en France, il y a bien eu des valeurs morales qui se sont opposées. Il y avait liberté, égalité, fraternité, il y avait travail, famille, patrie.
Hein, bon, et je pense que c'est extrêmement important dans un projet politique de commencer à dévoiler en fait quel est notre arrière-plan moral. Je dis pas que c'est et je dis pas que il est le mieux que celui de celui qui est en face. Après, les citoyens choisissent, mais au moins on met sur la table quelles sont nos valeurs. Et ça, à la gauche, avec le matérialisme, etc., il y a un moment où on s'est dit qu'il y avait une forme d'escamotage du politique en disant les valeurs, on n'a pas besoin d'en parler parce que c'est évident, en fait. Et moi, je pense qu'il faut les mettre en lumière. Bon. Juste pour rebondir donc, sur la question du capital, ensuite, une fois qu'on a décrit ça, c'est quels sont le mode de fonctionnement de la société qui permet en fait, de respecter notamment la planète et puis l'égalité entre les citoyens. Et un des problèmes qu'on a, c'est la propriété privée des moyens de production. Bon, c'est pas nouveau, c'est le fait que quand vous travaillez, vous n'êtes pas propriétaire des moyens de production. Il y a un capitaliste, il a eu une idée géniale, il a fait une usine et il a dit on produit tel produit et puis voilà. Alors, ça, c'est la version qu'on nous vend. Il a une idée géniale. Bon, les 3/4 du temps, en fait, dans les grandes entreprises aujourd'hui, il y a une séparation entre celui qui dirige l'entreprise et celui qui est propriétaire de l'entreprise. Donc, celui qui dirige l'entreprise aujourd'hui, c'est rarement celui qui est le propriétaire. Hein, le PDG n'est pas forcément propriétaire. Bon, c'est clair, ça, je pense. Vous imaginez bien que... Alors, il y a quelques cas. Hein, dans la première génération, c'est le propriétaire. Hein, mais après, c'est plus. Et donc, je me dis, le coup de l'idée géniale... En plus, je suis persuadé que collectivement, on a des idées vachement plus géniales que quand on est tout seul. Ça, c'est mon côté chercheur. On a toujours travaillé en commun. On écrit toujours des papiers. On est 40, 50 dans le papier. C'est toujours plus intelligent quand on écrit ça à 50 que quand on écrit ça tout seul. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma pratique de scientifique. Donc je me dis, je vois pas pourquoi en fait les salariés entre eux, avec les cadres et tout, hein, les ouvriers, n'auraient pas autant d'idées géniales sur comment l'usine devrait fonctionner que le patron. Enfin, on voit pas l'idée. Donc il reste qu'une seule élément civilisateur, on va dire, du capital, c'est le fait que le propriétaire des moyens de production décide de l'investissement. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez de l'argent que vous décidez d'investir dans je construis cette salle là aujourd'hui. Voilà. Et ça, cette question de l'investissement et de l'accumulation du capital, donc qui n'est pas l'idée, qu'est-ce que je fais cette fois-ci de l'argent, il faut trouver une solution, effectivement. C'est-à-dire que si demain on dit qu'il n'y a plus de capitalistes, qui c'est qui va investir pour... voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un pôle public financier qui investisse. Bon. Mais... Donc oui, l'horizon écosocialiste que je propose est radicalement anticapitaliste, c'est-à-dire au sens où on arrête avec l'accumulation privée du capital de façon indue. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête l'accumulation de richesses? Non, pas complètement, parce que chacun a des salaires qui peuvent être différenciés, j'en parle d'ailleurs, de 1 à 4, moi je dis. Hein, dans une société à peu près bien, ça devrait être de 1 à 4. Sachez que dans la fonction publique, c'est de 1 à 4. Hein. Voilà, c'est de 1 à 4. Quand vous avez un directeur de recherche et un technicien, c'est même pas 1 à 4, c'est 1 à 2. Ça va, on vit bien. Hein. C'est pas grave. Enfin, le technicien, il gagne 1500, le chercheur, il gagne 3000. C'est déjà beaucoup de différents, je trouve. Ça... Pourquoi plus sur les salaires, moi, je trouve que ça se justifie moralement difficilement. C'est quoi le salaire? C'est le fait que si vous gagnez par exemple 5 fois plus que votre voisin, c'est que vous pouvez vous approprier 5 fois son travail. C'est ça l'idée. Il faut que ça soit sacrément justifié quand même. Hein. Donc moi, je pense qu'on peut... Je ne suis pas pour l'égalité des salaires, enfin, voilà, mais de 1 à 4, 1 à 5. Donc il y aura des écarts de richesse. Mais ces écarts de richesse ne produisent pas à un capital privé qui donc, est propriétaire des moyens de production. Bon. Et donc, mais ça ne veut pas dire, et ça sera peut-être la question suivante, que tout est socialisé et tout appartient à l'État. Ce n'est pas du tout le projet de société que moi je défends. Voilà. Allons-y, parlons de ça. Parlons de ça. Parce qu'on a connu ça avec les sociétés soviétiques. Enfin, bon, elles n'étaient pas démocratiques, mais il n'y avait pas de capital privé, c'est vrai. Au bout du bout. D'ailleurs, elle marchait un peu. Bon, elle marchait pas très bien, hein, totalitaire, tout ce que vous voulez, mais ça marchait. Ils étaient capables de produire des aliments, en tout cas, quand même. Mais c'est pas mon modèle de société. Moi, ce que je pense, c'est qu'on doit pouvoir avoir un mix de services publics pour tout ce qui est commun, et donc qui est géré plus ou moins centralement, ou plus ou moins décentralisé, il faut voir. Et donc, tu veux conserver une forme de planification, tu dis ça, que la planification serait gardée dans des secteurs qui de toute façon n'ont pas vocation à être rentables ou à créer de la richesse? Non, et puis des secteurs stratégiques.
Je pense que l'électricité, ça doit être planifié, que ça doit être à l'échelle nationale, parce que sinon, vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas d'électricité et d'autres qui ont de l'électricité. L'eau, ça devrait être pareil. Alors, peut-être pas à l'échelle nationale, ça peut être à des échelles de bassin. C'est ce qu'il y a avec déjà des gestions publiques de l'eau. Voilà, il y a certaines choses qui doivent être publiques, au sens service public, hein, et il faut l'étendre. C'est-à-dire que l'on a l'école, j'ai encore défendu cette semaine à l'Assemblée nationale, que je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas un service public de la petite enfance, et que gratuit, c'est quoi cette affaire? À partir de 3 ans, vous ne payez plus rien, et avant 3 ans, c'est l'enfer, et les gamins sont dans des situations catastrophiques. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, pour les anciens comme pour les gamins, il faut un service public. Voilà, point barre. Bon, et par contre, pour la production, c'est pas la même affaire. Et j'essaye de développer ça. Et je dis, pour la production, on peut avoir des entreprises privées, parfaitement privées, mais autogérées. Voilà. Et qui disparaissent, parce que si elles produisent des choses qui ne sont pas intéressantes, et elles disparaissent. Et les travailleurs s'organisent pour monter une autre entreprise. On peut avoir une logique de marché sans capital. C'est ça un peu que j'essaye. Bon, c'est pas tout à fait nouveau, hein, parce que Lénine, quand il a fait la NEP, il y avait un peu de ça. Enfin, bon, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Union soviétique, il avait fait un retour en arrière et il s'était bien rendu compte qu'ils avaient besoin de marché, en fait. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a eu une horreur un peu économique dans le monde soviétique ou le monde chinois, c'est quand on a voulu substituer à la logique de marché, notamment agricole, une logique totalement planification de type, voilà, les kolkhozes, ça a été une catastrophe, etc. Donc moi, je pense qu'on peut parfaitement avoir une économie mixte, en fait, avec du marché et du service public, mais par contre, où on fait attention que le capital ne soit pas dans les mains de quelques puissances qui décident de tout. Alors, tu parles de bifurcation écologique, donc de la nécessité, comme tu le dis, de changer la trajectoire, ce qu'on élaborait déjà au départ. Tu donnes des solutions concrètes, des chemins concrets. Tu parles par exemple de rendre l'isolation, enfin tout ça paraît finalement assez logique, de rendre l'isolation des bâtiments obligatoire pour... c'est-à-dire de cesser d'essayer d'inciter les propriétaires, mais vraiment de les obliger à faire en sorte que l'énergie soit mieux contenue dans les bâtiments. Tu parles de développer la production locale, tu parles évidemment de développer le réseau ferroviaire, ce qui paraît logique. Tu parles d'en finir avec l'obsolescence programmée. Tu parles de développer l'agriculture écologique. Tu parles de baisser le temps de travail. Est-ce que tu peux peut-être détailler plusieurs de ces propositions ? Je pense que les propositions, elles sont assez bien connues maintenant. Enfin, j'ai envie de dire, sur le changement climatique, si on prend juste cet exemple, parce qu'après ça nous emmènerait trop loin, et puis il y a des programmes qui existent. Moi, j'ai contribué à l'Avenir en commun, et voilà, enfin, il y a des programmes, il en existe. Mais si on prend juste le changement climatique, bon, c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre en France sur Marseille, hein? C'est 1/4 de transport, 1/4 d'industrie, 1/4 de logement. Et puis si vous prenez la région PACA, le reste c'est l'agriculture. Bon, il faut prendre poste par poste. Les transports, on fait quoi? C'est pas possible. À 21h30, ils nous ferment le métro là. Non mais attendez, enfin c'est juste délirant. Enfin c'est juste, ça devrait être interdit en fait, ce genre de lire. Bon. Donc en fait, les transports, le meilleur transport c'est le transport en commun. Le débat électrique, pas électrique, machin. Non, en fait, c'est transporter massivement des gens. Voilà. Et collectivement. Donc, il faut des transports en commun. La marche, c'est pas mal aussi. Je suis plus circonspect sur le vélo électrique. Bon, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut développer des transports en commun. Moi, je suis pour la gratuité des transports en commun. Bon, voilà. Alors, pas le TGV, hein, le transport en commun dans les villes. Bon, TGV, on n'est pas obligé non plus de se balader trop. Mais ce que j'explique dans le bouquin, c'est que tout est lié. C'est-à-dire qu'évidemment, le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à se loger là où ils travaillent. Donc il faut d'abord résoudre le problème aussi du logement et de la spéculation immobilière, parce que sinon, en fait, y compris les trains sont complets. À Paris, il y a quand même en région parisienne, ils ont un réseau de transport en commun qui est quand même exceptionnel à Paris et en région parisienne, mais il est complètement saturé parce que les gens font des navettes dans tous les sens. Non, il faut que le logement soit suffisamment accessible pour que les gens n'aient pas besoin de faire des heures et des heures dans les transports. Voilà, bon. Et si on prend les choses à chaque fois à partant des besoins, en fait, ça paraît assez évident. Enfin, on se dit, mais comment ça se fait que c'est pas possible? Enfin, donc après, il faut isoler. Bah oui, il faut isoler les bâtiments. Enfin, je sais pas, moi, à Marseille, vous avez vu, vous, ils nous font des requalifications, ils refont les façades. Hein,
Et les escaliers, ils s'effondrent. Je sais, c'est mon escalier. Et non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait des agents du service public qui passent bâtiment dans bâtiment, qui disent qu'est-ce qu'il faut faire et qui voient avec les propriétaires comment financer ça. Bon. Et après, sur l'agriculture, bon, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'INRA. Les solutions, on les connaît en partie. Bon, il y a des problèmes. Il y a des choses où ça va pas être simple. Hein, je ne dis pas. Mais globalement, on a les éléments, on a les solutions. Le problème, c'est qu'on n'a pas le modèle économique qui nous permette de les mettre en œuvre, parce que comme on est toujours sur un modèle économique où, en gros, il faut qu'il y ait quelque chose de rentable, de solvable, enfin tout ça, et ben voilà. Mais sincèrement, les éléments sont là, en fait. Alors, on va toujours plus précisément dans le propos et la démarche. Donc, tu passes ensuite à des stratégies. Tu proposes des modes d'action concrets. Donc, on ne va pas trop développer ça. Peut-être que ça reviendra dans vos questions, parce qu'on ne va peut-être pas non plus balayer tout le livre. Mais tu réaffirmes notamment, ça j'ai trouvé ça quand même important à souligner, tu réaffirmes l'importance de la forme parti. Et tu reviens sur les raisons pour lesquelles le parti comme le syndicat ont mauvaise presse ces derniers temps. Tu parles notamment du refus de se soumettre à des décisions collectives, qui est très renforcé par l'individualisme qui est très scandé par le néolibéralisme. Tu parles du fait que l'expression de classe sociale serait devenue obsolète, qu'on préfère penser en multitude. Peut-être que tu peux revenir là-dessus. Et puis tu parles de la méfiance que la forme parti génère par rapport au fait de vouloir capter des pouvoirs. Peut-être que tu peux détailler ça. Avant d'en arriver là, en fait, il y a un élément qui est central dans la réflexion sur la troisième partie, c'est qu'il y a des tas de choses où quand même ça ne va pas être simple. Il y a des compromis à trouver. Sur le loup, par exemple, c'est pas simple. Enfin, je vous prends le loup, je vous prends les terres agricoles. Si vous voulez une agriculture plus écologique, il faut augmenter la surface agricole. Mais ça se fait au détriment des surfaces naturelles, et notamment des forêts qui stockent du carbone. Donc il y a quand même plein de choses sur lesquelles il faudra décider. Et moi, la seule façon de décider que je connais, c'est la démocratie. Et donc, je mets et je passe quand même tout un chapitre là-dessus, hein, pour expliquer pourquoi la démocratie est la valeur cardinale dans la stratégie. C'est-à-dire que c'est redonner le pouvoir à ceux qui donc de la cité pour la démocratie au sein de la cité, mais au travail, je parle de la démocratie dans le travail. Je pense que c'est extrêmement important que les salariés puissent recouvrer le droit d'avancer sur c'est eux qui savent en fait comment produire bien, etc. Et la démocratie dans les organisations, démocratie dans les associations, démocratie dans les syndicats et démocratie dans les partis. Voilà. Donc cette question, cette valeur démocratique, qui n'est pas une valeur là pour la peine, c'est une méthode et j'y crois. Mais je crois parce qu'elle est efficace. Et j'explique assez longuement pourquoi je pense qu'elle est efficace. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est comment on s'organise dans un moment où, effectivement, le néolibéralisme a produit des choses. C'est-à-dire qu'il a produit notamment un individualisme extrêmement fort. Bon. Et ce qui fait qu'on est dans une logique de consommation. Donc, dans une logique de consommation quand on va aux terrasses du port, mais aussi dans une logique de consommation quand on va dans son association, ou dans son syndicat, ou dans son parti. On y va, et puis moi, un jour, quelqu'un m'a dit oh, bah, quand je suis d'accord, je viens, quand je suis pas d'accord, je viens pas. Et ça, en fait, je pense que c'est pas, ça nous permet pas de nous affronter, parce que ce que tu dis pas là, ce qui est central, mais vous le verrez dans le livre, c'est que le principal verrou qu'on a, c'est que certains profitent de toute cette situation, et qu'ils ont le pouvoir économique, et qu'ils ont le pouvoir politique. Et que si on veut leur reprendre le volant, alors l'image que je donne dans le livre, c'est un cocaïnomane au volant d'une voiture, et il fonce dans le mur. Et vous êtes le passager, et il va falloir lui reprendre le volant alors qu'il accélère. Eh bien, c'est pas simple. Et pour lui reprendre le volant, je pense qu'on a besoin d'être organisé collectivement et démocratiquement. Bon. Alors, du coup, c'est quoi les exemples qu'on a ? Et en fait, on est un peu dans une situation, y compris parce que le travail a été beaucoup désorganisé, qui est assez proche de la fin du 19e siècle. Hein. C'est pour ça que je reviens sur la première internationale à la toute fin du livre. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire du Parti communiste dans les années 20. Parce que je pense que fondamentalement, que les choses ne sont pas si nouvelles dans la lutte des classes, pour reprendre, parce que je pense qu'on est dans une lutte des classes avec une bourgeoisie qui ne veut pas lâcher le volant. Et que pour s'organiser, moi je veux bien qu'on invente des nouvelles choses, mais j'ai l'impression quand même que celles qu'on avait inventées ne marchaient pas si mal que ça. Et ça aussi, sur le discours des fétistes,
Je suis désolé, on a encore des congés payés, on a encore une sécurité sociale, on peut encore aller à l'hôpital même s'il est, il est détraqué. On n'est pas, on n'est pas en 19e siècle. Hein. Et on l'a acquis pas parce qu'on a eu des politiciens qui étaient sympas, mais parce qu'on avait eu des syndicats et qu'on avait des partis politiques qui aussi pouvaient être le relais à l'Assemblée nationale. Et, voilà. Et donc ça a fait ses preuves quand même. Voilà. Et donc je pense que je suis très conservateur là-dessus par contre. Je suis extrêmement conservateur. Voilà. Je pense que, et c'est ce que je dis là dans l'article de Mediapart là, pour un peu décrire le livre, mon mot d'ordre préféré c'est prenez votre carte et syndiquez-vous. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est imparfait, ils sont chiants, ils sont peut-être vieux les partis, il faut les dépoussiérer, il faut que les jeunes s'en emparent. Mais moi, je ne connais pas d'autre façon de faire. Voilà. Alors, on va bientôt passer à vos questions, mais j'ai des questions qui reviennent plutôt sur des détails ou des questions plus transversales. Ce que j'ai trouvé aussi passionnant, c'est que tu fais une sorte de bilan de nos bases idéologiques. On a beaucoup parlé de Marx. Justement, tu reviens sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Donc, tu reviens notamment sur ces concepts de déterminisme historique, de théorie de la valeur, sur comment il a élaboré une définition de la bourgeoisie. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur le tri que tu opères et sur ce que tu considères encore comme actuel ou comme pertinent aujourd'hui ? Alors en plus, ce que je prends, c'est pas Marx, mais c'est vraiment le marxisme dans son voilà, jusqu'à David Harvey récemment. C'est une littérature, etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on garde ? L'analyse du capitalisme. Je pense que Marx a été extrêmement, enfin c'est assez extraordinaire. Mais les grands penseurs au 19e siècle, il y avait un moment où ils étaient capables de faire des synthèses. Maintenant, voilà, on n'est plus capable de faire ça. Mais il y a Marx, il y a Darwin. Moi, je suis avant tout un lecteur de Darwin. Darwin, c'est exceptionnel. Moi, je faisais dire à tous mes étudiants Darwin. Enfin, L'origine des espèces qu'il a mis 20 ans à écrire, c'est un livre exceptionnel. Bon, et ben le Capital, ouais, c'est exceptionnel. C'est un truc, bon, c'est plus dur que, c'est beaucoup plus dur que mon livre. Bon, et donc il faut prendre l'analyse du capitalisme, de ses contradictions, de l'aliénation, etc. Le marxisme l'a extrêmement bien documenté. Et je pense que c'est la base, le point de départ. Néanmoins, il manque la contradiction écolo. Alors, il y a eu des livres qui expliquaient que Marx avait déjà, et puis il y a une des citations de Marx sur ça pille, le capital qui pille le travailleur et la terre. Il y avait des prémonitions, mais en fait, il n'avait pas la science écologique à l'époque, au point où on l'a actuellement. Donc, il faut renouveler le logiciel marxiste avec l'écologie, ça c'est sûr. Bon. Il y a aussi un autre aspect, je pense, qui a changé sur le féminisme. Enfin, voilà. Donc, mais la littérature féministe et ce qui se passe avec MeToo et tout doit voilà, aussi nous influencer. Et puis, il y a toute la littérature anticoloniale qui est extrêmement important. Les deux points peut-être, enfin, le point vraiment problématique dans Marx, hein, s'il y a un seul qu'il faut oublier, c'est le déterminisme historique. C'est-à-dire qu'il y a une vision positiviste de l'histoire, qui n'est pas le Marx du manuscrit 44 est moins caricatural que le Marx du manifeste. Et en plus, le manifeste, c'est quelque chose d'assez particulier quand même. En fait, c'est une sorte de tract, en fait, hein, le manifeste du Parti communiste. Mais il y a une vision assez positiviste du marxisme dans certains passages de Marx, qui sont beaucoup plus forts chez Engels encore, dans la dialectique de la nature. Et ça ne va pas, en fait. Enfin, il y a un truc voilà, et qui a été repris par beaucoup de penseurs. En gros, c'est voilà, le fait que si on analyse le développement du capitalisme, ça aboutit automatiquement au socialisme, et ensuite ça aboutit au communisme. Et cette téléologie-là, en fait, avec une fin qu'on se serait donnée, elle est problématique. Elle est vraiment problématique parce que, fondamentalement, c'est peut-être aussi ce qui a permis à une certaine culture marxiste d'éluder le politique, et donc d'accepter les régimes totalitaires. Enfin, on a quand même eu une succession de régimes totalitaires. D'abord donc en URSS, en Chine, en Albanie, plein de révolutions qui aboutissent à des régimes totalitaires. Alors, ça serait trop long de démêler ce qui est de la cause idéologique et de la cause historique, parce que moi je pense que la Russie de 17, il y a une contre-révolution, et le stalinisme est l'enfant aussi de la contre-révolution. On ne peut pas juste dire que c'est de la faute de Lénine ou de Marx, mais néanmoins, il y a une forme d'acceptation d'un fonctionnement non démocratique qui est problématique dans toutes les sociétés qui se sont prévalues du marxisme. Donc ça, il faut essayer de travailler là-dessus, et y compris dans une révolution que je connais bien et que j'ai été, etc., qui est Cuba. Enfin, certains défendent encore Cuba, etc., mais c'est un régime totalitaire, je suis désolé. Bon. Et fondamentalement, ça,
ça pose problème. Et voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose là dans le déterminisme historique, qui élude le politique et qui élude donc la démocratie. Puisque on est dans le sens de l'histoire. À quoi bon faire des élections et décider démocratiquement, puisque c'est le sens de l'histoire. Bon. Et ça, à mon avis, je pense que c'est ça que j'essaye de travailler un peu dans le bouquin, mais à mon avis, qu'il faut qu'on continue de travailler. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la question des valeurs morales est importante, de les poser et de dire, ben non, il y a d'autres valeurs, et peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin de démocratie, de partis, de gens qui débattent, et puis les citoyens choisissent entre des champs de valeurs. Bon, voilà, et si c'est les autres, bah écoute, on ira peut-être en prison, mais... On n'a pas parlé encore de l'arrivée des fascistes. On a déjà parlé d'assez de choses désespérantes comme ça. Dans la maison d'édition Hors d'atteinte, le féminisme tient une place particulière. Tu disais que tu avais, notamment dans les références que tu cites en fin d'ouvrage, tu cites Christine Delphi et Virginie Despentes. Tu dis que ça a été une vraie révélation pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, Delphi, c'était par rapport aux oppressions croisées, c'est-à-dire au fait que les oppressions croisées, c'est quoi? C'est quand on est une femme racisée, des classes populaires. La question du féminisme n'est pas exactement la même que quand on est une femme bourgeoise. Voilà. Donc ça a été, et donc c'était tout le débat autour du voile. On va pas se mentir, c'était tout le débat autour de l'islamophobie, etc. Comment on réagit à ça. Donc ça a été un premier élément. Et le deuxième, je pense que effectivement, Despentes, c'est King Kong Theory, et puis c'est tous les livres de Despentes. C'est ce féminisme un peu coup de poing, hein, y compris Baise-moi, le film, que je trouve remarquable, moi, qui, quand on est un homme, on se prend ça dans la gueule, en fait. Et je pense que là, il y a du domaine du coup de poing qui fait que quand on est un homme blanc qui est dominant, enfin on va dire parce que je suis universitaire, tout ce que vous voulez, se prendre ces coups de poing-là, c'est extrêmement nécessaire. Voilà. Sinon on est dans la reproduction des dominations, des dominations. Donc je pense que c'est ça. Après mon féminisme, et je l'explique un petit peu, je sais plus où, mais je dois beaucoup à certaines militantes aussi. Je me souviens toujours Aurélia, de Toulouse, qui m'interrompait à chaque fois que je coupais la parole à une femme, et qui me disait là sexiste. Il me l'a fait pendant 1 an, il m'a fait ça à Toulouse. Et voilà. Et ça, je pense que ce travail-là est extrêmement important, et on doit beaucoup aux féministes que tu as citées, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je ne sais pas si on a un micro qui circule. C'était ici d'abord. Alors, c'est bien de parler dans le micro parce qu'on a une captation, donc sinon on n'aura pas vos questions. Oui, je voudrais revenir sur le titre Manifeste pour une justice sociale et écologique. Alors, justice sociale, j'entends bien, mais justice écologique, ça ne me parle pas. Je vois pas. Donc, alors dans le livre, peut-être que c'est développé, mais là, dans tout ce qui a été dit, je vois pas la justice écologique, ce que c'est. Et après, c'est plus une question, mais juste une réflexion par rapport à la surconsommation et au choix d'une sobriété heureuse. Alors, je voudrais quand même dire qu'on est peut-être quelques-uns à pouvoir faire un choix sur la sobriété, mais aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de choix. Elles n'ont qu'à essayer de trouver de l'argent pour manger, payer un loyer et payer son chauffage ou son électricité. Voilà, ça c'est simplement une réflexion. Voilà. Par contre, la justice écologique, je sais pas. Je réponds au fur et à mesure. Ouais. Alors, sur la justice écologique, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans le mouvement altermondialiste, notamment dans les pays du Sud. Et c'est quelque chose qui a été très fort autour des batailles, donc notamment de la COP 25, etc. Pourquoi justice écologique? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est quand même les pays riches qui ont pollué, qui sont responsables notamment de majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, et qu'on voudrait faire payer l'addition aux pays les plus pauvres. Et donc ça, il y a toute une littérature autour de la justice écologique. Alors, pourquoi moi c'est important? Parce que je me bats contre une autre écologie qui dit que la solution, elle est individuelle
et qu'il faut dire que les gens, ils arrêtent d'utiliser leur voiture, c'est la ZFE, tu vois, la zone à faible émission, c'est ça la solution. Du coup, tu te retrouves, et je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, tu te retrouves dans une situation où des gens qui polluent peu, parce que de toute façon, ils n'ont rien, se retrouvent à être emmerdés parce qu'ils ne peuvent pas changer de voiture, etc. Bon. Et ça, c'est ce qu'on voit avec les ZFE, donc les zones à faible émission. C'est ce qu'on voit sur des politiques qui visent à interdire les gens à garer leur voiture, etc. On fait un choix de stigmatisation individuelle. Et du coup, ce n'est pas juste, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui sont responsables de ça. Voilà. Et l'idée derrière, c'est d'avoir une écologie qui soit populaire. D'éviter aussi la stigmatisation des pratiques populaires. Tout un tas de débats au sein de notre groupe et de la France Insoumise sur la chasse, sur la pêche. Oui, il faut diminuer la pêche, par exemple, mais la chasse, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dessus. Je pense qu'on a besoin de chasse pour des tas de raisons que je pourrais expliquer, pour le renouvellement de la forêt notamment, sauf à avoir trop de loups et après, vous ne pourrez plus sortir de chez vous. Mais voilà, cette idée-là d'une écologie populaire, c'est ça que je mets derrière le mot justice écologique. Voilà. Et complètement d'accord sur le fait que ce qui est délirant dans cette société, c'est qu'il y en a 1% qui pourrit la planète. Hervé Kempf a écrit un livre qui s'appelait Ces riches qui pillent la planète. C'est 1% qui pillent la planète, et puis il y en a 20% par exemple qui ne peuvent pas vivre dignement sur cette planète. Enfin, et c'est même plus que 20%, enfin, qui ont même du mal à manger. Donc c'est cette hérésie-là, en fait. Et le mot de justice, je trouve, moi, j'y suis vraiment attaché. On avait discuté. Moi, le mot de justice, c'est ça, quoi. C'est de dire, c'est pas juste. Enfin, voilà. Moi, il y a un sujet qui est rarement abordé, c'est au niveau de l'héritage. Je ne parle pas de l'héritage de l'appartement de votre grand-mère, je parle de l'héritage industriel, qui pourrait être aussi une solution, si ça n'existait pas, pour mieux juguler l'injustice sociale et mieux juguler la possession des moyens de production. C'est absolument pas normal que Bolloré, par exemple, fasse profiter uniquement à ses enfants des richesses qu'il a acquises par rapport à son père et à son grand-père. Oui, la question de l'héritage, elle est importante. Et puis, les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Je viens dedans, dans le bouquin, je reprends tous les chiffres de Piketty, là, où il a fait un énorme travail sur ces questions-là. Complètement d'accord avec vous, c'est l'idée aussi de s'attaquer au capital. Néanmoins, sur l'héritage, on a quand même quelque chose qui est assez profondément ancré chez nous, qui est le droit à la propriété privée. Et tactiquement ou stratégiquement, je ne sais pas, mais s'affronter à ça, on en a discuté avec Thomas Piketty cette semaine, il est venu à l'Assemblée nationale, on a parlé de son nouveau livre. Il faut voir dans quelle temporalité on fait ça. Alors, sur l'héritage industriel, c'est plus facile, je suis d'accord avec vous, que sur l'héritage tout court. Mais néanmoins, je l'explique un peu dans la dernière partie du bouquin, sur ces questions-là de comment on renationalise par exemple un héritage industriel. Je suis partisan de la contre-attaque, sans dévolu. C'est-à-dire que je ne suis pas partisan forcément de qu'on l'annonce là, qu'on va dire que Total, on va le reprendre, mais ce qui s'est passé au Venezuela, c'est-à-dire que Chavez, il a nationalisé des choses parce que les patrons ont fait des lock-out, parce que les patrons ont essayé de le faire tomber, ont essayé de le faire chuter, ont organisé une pénurie. Et à ce moment-là, il a nationalisé. Bon. Mais il y a quand même un truc autour de la propriété privée. Et puis il y a le passif du communisme, etc. Si on veut arriver à un moment ou à un autre au pouvoir, il faut qu'on y aille, mais avec tact, avec, je ne sais pas comment dire les choses. C'est quelque chose de très sensible. En tout cas, Piketty et Cagé, dans leur livre, ils expliquent bien que la progression du Rassemblement national dans les zones rurales a à voir avec la question de la propriété privée. Donc, je sais que ce n'est pas exactement de ça que vous vouliez dire, vous parlez de la propriété industrielle. Mais voilà, j'en profite pour parler de ça parce que c'est quelque chose qu'il faut... Voilà. Tu peux peut-être développer sur cette proximité, ce que tu dis là sur le vote RN en zone rurale. Alors, ce qu'ils nous ont expliqué, typiquement, ce qu'ils voient en fait, c'est qu'il y a un écart dans la gauche entre les classes populaires dans les villes et les classes populaires dans les zones rurales. Je pense que vous l'avez écouté. Et ce qui montre, c'est que la gauche gagne en général quand on est fort dans ces deux gauches-là.
les classes populaires zones rurales et classes populaires dans les villes. Et ces classes populaires des zones rurales sont très fortement attirées par le vote Rassemblement national. Bon. Depuis quelques années. Donc ils font cette analyse-là. Et qu'est-ce qui différencie, par exemple, c'est une des choses qui différencie ces deux types de classes, c'est la possession ou pas. C'est-à-dire que c'est des locataires dans les milieux urbains, et c'est des propriétaires pauvres souvent, mais des propriétaires en zone rurale. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais de ça. Et que l'imaginaire autour du... mais c'est vieux, hein, parce que c'était déjà pour la paysannerie, c'était déjà le même débat, et on sait comment la Révolution française s'est aliénée ou pas les paysans. L'idée que la gauche va venir et va vous prendre vos économies, votre maison, et va plus vous laisser donner vos économies à vos enfants, alors que vous avez mis 50 ans à économiser sur votre livret A, c'est assez puissant. Voilà, c'est juste ça. On a une autre question derrière. Oui, moi j'avais deux questions. Merci pour cette conférence. Juste la première, pour revenir à ce qui a été dit sur la bifurcation écologique, et effectivement, je pense qu'il y a quand même un danger à tout axer aujourd'hui sur la question de la sobriété, fût-elle heureuse. Il y a effectivement des enjeux également très forts sur la bifurcation autour de l'industrie, de l'énergie, des transports en commun, des trains et des moyens de production en général. Donc je pense qu'il faut un peu de communisme aussi dans la bifurcation écologique. Enfin, comment techniquement on s'intéresse à ces sujets de la production ou du transport et de l'énergie plus fortement que de dire simplement aux gens de moins consommer. Je pense qu'il y a un danger là-dessus, même si effectivement on sait que le capitalisme c'est la surconsommation, mais dans le discours je pense que c'est les choses à prendre en compte aujourd'hui. Et la deuxième, c'est le fait que tu as dit que tu étais conservateur sur le fait que tu pensais que passer par les partis, les syndicats, c'est obligatoire. Je pense que c'est bien, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu très fort aujourd'hui d'auto-organisation sociale dans la société. Bon, on a parlé de l'autogestion, par exemple. Et aussi, pour reprendre Gramsci, l'hégémonie culturelle, il faut aussi, sur le plan intellectuel, plus de mouvements aujourd'hui. Et je pense que les partis et syndicats, c'est peut-être pas suffisant. Voilà. Alors, sur la première question, je pense qu'on a un problème avec le mot sobriété. C'est-à-dire que ce que tu mets derrière sobriété, c'est parce que ça a été récupéré par par les capitalistes, et donc c'est quelque chose d'individuel. Non, la première acte de sobriété, c'est d'utiliser le transport en commun. Quand on peut, évidemment. Quand on peut. Quand il existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fondamentalement, la sobriété, telle que moi je l'envisage, l'organisation d'une sobriété matérielle et énergétique, c'est avant tout du collectif et pas de l'individuel. Et ça, effectivement, peut-être que le terme sobriété n'est pas bon, qu'il faut en trouver un autre. Ça, je ne dis pas. Mais moi, je l'aime bien, parce que ça dit aussi quelque chose à ceux qui disent, qui laissent sous-entendre qu'on pourrait continuer comme avant. Bon. Et donc, la sobriété, l'organisation de quelque chose de plus sobre d'un point de vue énergétique et matériel, ça nécessite une bifurcation écologique terrible. On est complètement d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si je prends juste l'exemple de la consommation électrique, elle a augmenté de presque, je ne sais plus, j'ai pas les chiffres, mais je le donne dans le livre celui-là, parce que ça a augmenté de 20% ou 30% là, entre les années 70 et aujourd'hui, ou 80 et aujourd'hui. 80 et aujourd'hui. Et si tu veux, cette augmentation-là de la consommation électrique, c'est 3 ou 4 fois la consommation en énergie renouvelable. Donc tu peux toujours dire on fait des énergies renouvelables si on multiplie pas. Tu vois ce que je veux dire, ça représente rien la conversion en énergie renouvelable par rapport à l'augmentation globale. Voilà. C'est ça que je veux dire en mettant en avant la sobriété. Sur ta seconde question, je suis complètement d'accord. Alors évidemment, je parle beaucoup de société civile, d'associations. Je suis un farouche aussi défenseur de la liberté de la presse, pour les raisons que tu dis, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin d'une société civile, et Gramsci nous l'a très bien montré. C'est ça aussi, c'est la grande avancée de Gramsci par rapport au reste du marxisme, c'est de se poser dans les sociétés occidentales, de dire qu'elles sont beaucoup plus complexes que la Russie de 17, et que du coup, en fait, il faut respecter toutes ces institutions. Elles sont toutes traversées de contradictions. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, il y a des gens acquis à la bourgeoisie et des gens qui ne le sont pas. Et donc, il faut investir tout ça. Voilà. Et y compris les pratiques alternatives. Alors là, tu prêches un convaincu. Mais il y a un moment, il y a deux batailles qui quand même restent importantes. C'est la bataille pour la prise du pouvoir, local ou national. Et il y a la bataille pour la prise du pouvoir, ou en tout cas la meilleure répartition de la valeur au sein de l'entreprise.
Et donc, dans un cas, c'est les partis politiques, et dans l'autre, c'est les syndicats. Et ça reste important. D'ailleurs, on l'a bien vu, après chaque grande mobilisation, les syndicats, ils recrutent. Enfin, ils recrutent assez massivement après le mouvement des retraites. Et je pense que voilà, c'est quand même. Il faut renouveler, par contre, là j'en parle beaucoup dans le livre, hein, il faut renouveler aussi ces partis, ces syndicats. Il y a plein de choses à faire. Hein, je ne dis pas qu'il faut revenir aux vieux trucs, voilà. Mais voilà, je reste conservateur quand même. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour tout le monde, bonjour Hendrik, merci. Alors, j'avais entendu un entretien entre le philosophe André Comte-Sponville et une journaliste, Salamé Saké, qui parlait de l'écologie, du pouvoir, de la politique, de tout, donc des sujets qui nous préoccupent. Et les deux protagonistes de cet échange avaient bien sûr des postures diamétralement opposées. André Comte-Sponville demandait à Salamé Saké, cette jeune fille de 27 ans, jeune femme journaliste de gauche, de se politiser et de faire en sorte que tout le monde prenne sa carte d'électeur et joue son rôle de citoyen, donc s'implique dans des syndicats, se politise, etc. Ça, c'est vrai que ça paraît très enthousiasmant. Seulement, Salamé lui répond: vous êtes 6 millions de personnes âgées, nous, on est 3 millions de jeunes. Donc, mathématiquement, même si tous les jeunes sont politisés, on perdra toujours la bataille de l'écologie. Et lui, il répondait qu'effectivement, quand il était jeune, il était beaucoup plus de gauche, qu'il était beaucoup plus généreux, que pour lui, la jeunesse est plus généreuse, et qu'en vieillissant, il s'était raidi, il s'était droitisé, et qu'il avouait qu'aujourd'hui, il était à droite. Donc André Comte-Sponville, que peut-être la plupart connaissent, donc a affirmé ça. Il a aujourd'hui 70-72 ans. Et il expliquait que ce phénomène existait parce qu'en vieillissant, on est beaucoup plus court-termiste. Et que donc la projection écologique à 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est abstrait, qu'on devient hyper égoïste. Donc en fait, face à ce dialogue entre ces deux personnes qui réfléchissaient à cette problématique, je ne sais pas comment on va faire pour que des personnes qui ont le pouvoir, l'argent et qui voient la finitude de leur propre existence vont arriver à le faire. Parce que Salamé, elle lui a demandé: mais faites-le pour vos petits-enfants si vous voulez. Et lui, il a répondu: mais même pour mes petits-enfants, je suis égoïste. Je pense à moi. Voilà, donc c'est là où là, on arrive devant un mur. Si pour ses propres enfants, on ne pense pas à l'avenir, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je réécouterai l'émission parce qu'on a connu André Comte-Sponville plus inspiré. Non, alors très sérieusement, c'est une discussion. Encore une fois, on a invité à l'Assemblée nationale, c'était pas enregistré, hein, désolé, mais donc Julia Cagé et Piketty, et avec tous les députés de la NUPES, et on a eu un échange pendant 3 heures qui était passionnant. Et on a eu ce débat-là. Parce que ce que montrent aussi toutes les études, c'est effectivement que la gauche et la LFI notamment cartonnent dans la jeunesse et que la droite et le macronisme cartonne chez les retraités. Bon. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'était la même que toi. Hein, donc c'est pas une question bête. Hein. Et la réponse de Piketty était intéressante. Elle nous a dit, d'après leurs études, alors là c'est l'économiste qui parle et qu'ils ont fait quand même 800 pages. Hein, moi je leur fais un peu confiance quand même. C'est que c'était un phénomène qui n'était pas d'âge mais générationnel. C'est-à-dire que c'est une histoire de génération en fait. Et que c'est voilà, bon, ça c'était leur analyse sur le vote là, et qu'en fait il y a une génération là qui est peut-être les déçus de Mitterrand, je sais pas, enfin qui arrive à la retraite, je sais pas, j'ai pas essayé de comprendre pourquoi, mais c'était générationnel et que c'était pas une affaire d'âge, et que quand tu regardais dans l'histoire, parce qu'ils ont regardé les votes à partir de 1789, hein, donc voilà, ils remontent, qu'il n'y a pas de structure d'âge entre la droite et la gauche automatique, voilà, et que c'est générationnel. Bon, donc je pense que ça c'est intéressant et il faut éviter les trucs de comptoir. Enfin, tu vois, le Comte-Sponville là, ça fait un peu le truc de comptoir. Moi, je suis vieux, c'est comme ça. Bon, d'abord sur l'altruisme, les personnes âgées font énormément de choses pour leurs petits-enfants dans les associations, etc. Et on le voit bien, hein, s'il n'y avait pas des personnes retraitées. Et c'est un des problèmes de la réforme des retraites.
avec la réforme des retraites et tout ça, les associations sont en difficulté parce qu'il y a moins en dans les associations, etc. Donc je pense que la question politique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les personnes retraitées actuellement, etc., votent plutôt effectivement pour le centre et la droite. Mais néanmoins, il n'y a rien d'inéluctable à ça, à mon avis. Et par ailleurs, si c'est générationnel, comme le disait Piketty, a priori, ils vont crever. Non, il a dit ça comme ça, je suis désolé. Hein. Et que donc, du coup, ça devrait se régler. Mais puisque c'est pas remplacé par de... Voilà. Donc, moi, je pense que... Mais c'est un vrai sujet à gauche. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse, je crois que pour Mélenchon, en tout cas, je crois qu'il fait son plus mauvais score. Plus vous augmentez en âge, il fait des très mauvais scores, il fait que 10%, etc. Donc oui, c'est une question politique. Il faut voir comment on parle mieux aux retraités, comment on essaye de convaincre ces populations-là. Mais dès que tu as des enfants et des petits-enfants, le raisonnement de dire je m'en fous parce que j'y crois pas trop. Voilà. On avait une autre question, je crois, ici. Oui, d'abord, je voulais parler du titre, parce que le capital, c'est nous. Ça fait écho pour moi à une phrase qui est restée célèbre de Jean Bodin, qui était un des fondateurs des sciences économiques au XVIe siècle, et qui avait dit qu'il n'est d'autre richesse que d'hommes. Donc c'est une sorte de retour à la valeur humaniste. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce que tu proposes, dans cette réflexion, c'est ce que je prends comme ça, c'est de renouveler les concepts, de retravailler l'héritage de Marx. Effectivement, l'analyse est formidable, novatrice, mais on a l'époque a quelque chose, notre époque a quelque chose à dire dans l'approfondissement de ces libertés. Ensuite, je voulais passer au terme émancipation, qui est très intéressant, mais qui définit l'action de se libérer. Donc, est-ce que c'est suffisant pour devenir un des grands thèmes c'est à réfléchir, mais en tout cas, tu as le mérite d'essayer de renouveler le vocabulaire. Et enfin, j'ai posé une question à propos des solutions qui sont proposées. Quand tu parles de partis politiques et de syndicats, effectivement, il faut des regroupements. Et c'est les grands regroupements qui sont à notre disposition. Mais pour gagner, pour proposer cette nouvelle société écologique, juste socialement, quel est le rôle du fonctionnement démocratique, réellement démocratique, dans ces organisations de combat pour être efficace, pour proposer quelque chose et ne pas faire peur? Alors, sur le capital, c'est nous. Je peux dire que c'est quand même mon éditrice qui a trouvé le titre, que je trouve très bien. Et qui, ça répond pas à ta question, mais moi j'ai bien aimé parce qu'en fait il y avait deux choses dans ça. De ce que je vous ai dit sur l'accumulation du capital, l'idée c'est de rappeler aux gens que le capital des capitalistes c'est leur travail, juste, voilà. Et donc le capital qu'ils ont eux et qu'on veut leur reprendre, c'est notre travail, donc c'est nous, voilà. Et puis après il y avait aussi ce jeu de mots de dire que ce qui est capital c'est nous, voilà. Bon évidemment, et c'est pas voilà, c'est nous, et le nous inclut l'environnement, mais bon, c'est ce nous-là. Donc ensuite, pour revenir sur l'émancipation, j'entends, et de toute façon, sur ces questions morales, je ne suis pas un philosophe, voilà, quand j'ai fait de la philosophie, mais je ne suis pas un philosophe moral, j'ai tâtonné, mais ça me semblait important de dire, pour moi, quelles étaient les valeurs sur lesquelles on pouvait fonder quelque chose. Mais je pense que c'est la démarche qui est intéressante. Après, on peut discuter des heures sur ça. Ta question sur la démocratie, oui, moi, je reste persuadé que la question démocratique est centrale. Et en plus, vous verrez dans le livre, je fais tout un détour par la science pour expliquer le fonctionnement. Parce que souvent, on oppose d'ailleurs. On dit la science, elle ne fonctionne pas de façon démocratique, typiquement. Et pourtant, elle aboutit à des vérités, des vérisimilitudes. Donc, pourquoi ça serait plus efficace quelque chose de démocratique? Et ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est qu'en réalité, sur des choses qui sont notre décision collective de ce qu'on a à faire, il n'y a pas d'autre façon plus juste de faire les choses que démocratiquement.
Voilà. Et donc pour moi, c'est au moins aussi important en interne. J'arrive pas à dissocier la fin et les moyens. Je suis désolé. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc c'est au moins aussi important en interne dans une organisation, quelle qu'elle soit, je veux dire. Mais le démocratique, c'est pas forcément que le vote. Enfin, pour sans rentrer dans des tas de débats, c'est qu'il y a une délibération, que le pluralisme est entendu et qu'on aboutit soit au consensus, soit par un vote, etc. Mais qu'on aboutit à une décision commune. Et c'est au moins efficace pour deux raisons que j'explique longtemps dans le livre. La première raison, c'est que quand on est plus nombreux à réfléchir, on est meilleur. Voilà, c'est mon pari et c'est un scientifique qui vous le dit. C'est-à-dire que c'est pas vrai. L'image du scientifique qui tout seul a trouvé, c'est pas vrai. Enfin, j'en parle longuement dans le livre, y compris Darwin, s'il n'avait pas lu tout ce qui, les éleveurs de pigeons, qu'il a été voir les éleveurs de pigeons et qu'après il est allé aux îles Galapagos, qu'il n'a pas lu des centaines et des centaines d'ouvrages, il n'aurait jamais sorti. Il n'y a rien qui est produit d'un humain seul. Enfin, c'est aussi ce que dit dans Sapiens là, je sais plus, cet historien là, anthropologue, qui explique que si on fait à plus de 100 en fait des choses formidables dans les sociétés humaine, c'est qu'on est nombreux et qu'on pense on se réinvente des récits et c'est le collectif qui crée tout ça. Bon. Donc, on est plus efficace quand on collectivement réfléchit à une chose. Bon. Et ensuite, la deuxième truc, c'est que quand c'est décidé démocratiquement, en général, les gens y suivent. Enfin, quand tu as participé à la décision, c'est plus facile de l'appliquer. Enfin, moi, en tout cas pour moi. Peut-être que je suis encore un dinosaure, mais pour moi, c'est plus facile. Voilà. Donc, pour ces deux raisons, je pense que c'est important. Voilà. Juste parenthèse, tu as utilisé le mot vérisimilitude que peut-être tout le monde ne connaît pas ici. Alors, il n'y a pas de vérité scientifique, ça n'existe pas. Néanmoins, j'utilise le terme de Popper, après il y a des tas de débats sur la question de la vérité, mais c'est en fait la science vous produit ce qu'on appelle des vérisimilitudes croissantes, c'est-à-dire petit à petit, à force d'éliminer tout ce qui est faux, on aboutit à quelque chose qui approche le vrai, voilà, tendanciellement. Et ça marche très bien. Enfin, le fonctionnement du champ scientifique est extrêmement efficace. Sinon, on n'enverrait pas des fusées sur Mars, on n'ouvrirait pas de smartphone. Le monde, donc les gens qui mettent en doute le champ scientifique, alors il a des tas de travers que je décrirai dans mon prochain livre. C'est ça, tu voulais faire le teasing. Il y a des tas de travers dans le champ scientifique, mais il marche quand même suffisamment bien pour qu'on en profite pleinement. Et moi, j'appelle ça des vérisimilitudes. Bon, je suis Popper là-dedans. Enfin, c'est un épistémologue. Oui, je te remercie d'avoir ouvert toutes ces pistes parce que pour moi, effectivement, étant engagé, je n'ai pas de solution à titre personnel sur ce qu'il faut faire par la suite. J'en suis à me dire que on vit dans un monde aujourd'hui qui risque de nous emmener à la catastrophe. Et par contre, c'est vrai que c'est par l'action politique, par le renversement des choses, qu'on peut rester optimiste. C'est comme ça que je le vois. Excuse-moi, je vais faire un petit aparté sur le mot valeur. Moi, je préfère le mot principe, parce qu'une valeur, pour moi, ça ramène à une quantification. Voilà. Bon, donc, moi, il y a une chose qui m'apparaît, c'est que j'ai appris il y a peu qu'il n'y a que 2% des échanges financiers qui correspondent à des échanges marchands aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de spéculation effrénée. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une marche vers la guerre qu'on nous impose. Et ça, c'est une des... À mon avis, ça peut être un élément de mobilisation. Hein, de dire aujourd'hui que on ne peut pas accepter d'aller, y compris vers l'utilisation de l'arme nucléaire, des choses comme ça. Tout est pensable aujourd'hui. Hein. Ça, voilà, donc, en même temps... Alors, malheureusement, on va très bientôt devoir rendre la salle, donc peut-être que vous pouvez passer à la question. Alors, je voudrais rappeler que dans les ouvrages qui ont été produits jusque-là, on a aussi, dans nos acquis, je pense, ce qu'a écrit Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui expose bien le fondement finalement de la situation où on est.
Il y a les écrits de Rosa Luxembourg sur l'économie d'armement. Je veux dire que les armes, c'est quelque chose... Enfin, un obus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous en servez une fois. Peut-être que tu peux réagir Voilà. à ça. Alors, je suis complètement d'accord. Et effectivement, pour moi, ça reste 2 livres de chevet. J'en parle dans le livre. Je complète ça, mais je repars du raisonnement de Lénine dans son livre, hein, qu'il faut lire absolument. Stade suprême du capitalisme, ça parle des monopoles, etc. Et ça dit beaucoup de choses. Je suis complètement d'accord avec toi. Et j'essaye parce que le raisonnement de Rosa Luxembourg n'est pas le même par ailleurs. Donc j'essaye de mixer les deux, de dire que les deux contribuent. Et puis je rajoute à ça les raisonnements des tiers-mondistes. C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure sur l'impérialisme. Mais complètement d'accord avec toi que c'est complètement structurant. Enfin, c'est totalement structurant. Et moi, mon engagement, j'ai commencé avec la guerre en Afghanistan notamment, et ensuite sur les guerres en Irak. Et je reste persuadé que la question de l'impérialisme et des guerres entre puissances, entre grandes puissances, c'est une conséquence directe de l'ensemble de ce système et que ça va revenir. Enfin, voilà, donc complètement d'accord. Pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on conclue, malheureusement, je voudrais revenir sur une autre référence que tu cites aussi régulièrement, qui est Jacques Bouvresse, qui est un philosophe qu'on publie aussi chez Heures d'Atteinte. Et je voudrais revenir sur le titre d'un de ses livres qui est « Peut-on ne pas croire ?» et avoir une réaction de ta part là-dessus. Est-ce que tu considères qu'effectivement on peut ne pas croire et à quoi tu crois, si ta réponse est non à cette question? En conclusion. En conclusion, peut-on ne pas croire? Alors moi, je sais pas. J'ai pas lu ce livre-là de Bouvresse, très honnêtement. Moi, j'en reste au pari pascalien. Hein, c'est-à-dire que, et dans sa vision de Romer, que je vous invite à regarder, ça nous fera une petite pause de cinéma, dans Manu chez Maud. C'est la vision communiste du pari pascalien. En gros, c'est quoi le pari pascalien? C'est l'idée que la probabilité, finalement, enfin en tout cas revue par Romer, hein, c'est que la probabilité qu'on arrive à une société qui soit émancipée, libérée des 3 types de prédation que je nomme, elle est peut-être infime, mais l'espérance est grande, et que le croisement des deux est absolument grand, et que de toute façon on n'a pas le choix, parce que sinon autant se pendre tout de suite. Et c'est d'autant plus vrai quand on a des enfants. Enfin, je veux dire, franchement, moi, quand je faisais mes scénarios de changement climatique pour aller en 2100, je voyais 4 degrés de plus, je voyais que les forêts, ça faisait ça. Je dis, bon, de toute façon, 2100, je m'en tape. Et puis l'autre fois, je me suis dit, mais attends, 2100, mon fils, il sera encore là? Eh oui, il a 3 ans. Et là, vous prenez une claque dans la gueule. Et là, vous dites, j'ai pas le choix. Faut se battre. Faut finir ce livre, hein, c'est comme ça aussi que je me suis motivé. Et il faut continuer à faire, il faut que les uns et les autres soient dans l'action, et dans l'action collective. L'action individuelle, je sais pas, ça, à mon avis, je vous l'ai dit, j'y crois pas trop. Donc dans l'action collective, et on tâtonne. Enfin, voilà, j'ai aucune certitude d'ailleurs sur comment il faut faire, mais il faut qu'on y aille parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, sinon, c'est trop déprimant. Sur ces mots, merci beaucoup Henrik Davy d'avoir été là avec nous cet après-midi. Merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à cette conférence et à très bientôt à l'Alcazar, que je remercie à nouveau pour d'autres conférences.